Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, François Hollande, une des personnalités les plus créditées par votre action à la fois contre les crimes de Bachar el-Assad et contre les djihadistes de l'État islamique. C'est la valeur particulière de votre regard sur ce qui se passe. D'abord, ces images tellement saisissantes des statues de Bachar abattues, ce règne de plus de 50 ans de cette dynastie sanglante. Oui, à un moment, les dictatures s'effondrent et on ne sait pas ce qu'a été le fait générateur. Elles tiennent, elles massacrent, elles répriment et à un moment, tout ça s'écroule. Qu'est-ce qui s'est produit en Syrie pour qu'on en arrive là? Eh bien, le fait que les Russes qui bombardaient et aidaient Bachar à terroriser son propre peuple et que le Hezbollah, qui était la force terrestre qui protégeait le régime de Assad, ce qui s'est passé en Ukraine par la faute de Vladimir Poutine, a obligé la Russie à se retirer de cette zone-là, notamment de ces avions qui n'ont pas pu bombarder autant qu'il était espéré par Bachar el-Assad, et le Hezbollah qui a été lourdement frappé par Israël. Eh bien, les deux soutiens de cette dictature s'étant évaporés, cette dictature s'est écroulée. La nature de particulière cruauté de ce régime, ce dictateur apparemment très convenable, comme on disait, occidentalisé, comme on disait aussi, qui en fait est un des assassins les plus zélés qu'il y a eu de l'histoire. Oui, il a même été jusqu'à bombarder par des armes chimiques son propre peuple. Et lorsque ça s'est produit, c'était en août 2013, j'avais même décidé avec Barack Obama et David Cameron, alors Premier ministre britannique, de faire plusieurs frappes qui auraient déstabilisé le régime, puisqu'il avait été jusqu'à violer toutes les règles et toutes les conventions internationales. Il s'est trouvé qu'à la fin du mois d'août 2013, alors que la France était prête, que j'avais donné toutes les instructions, les Britanniques se sont retirés, faute d'avoir un accord à la Chambre des communes, et que Barack Obama, après avoir longtemps hésité, a fini par reporter l'opération. Résultat, les Russes se sont invités en Syrie, ils ont soutenu Bachar el-Assad, ils ont détruit Alep et toutes les villes qui résistaient, et il y a eu 10 ans de plus, puisque nous étions en août 2013, 10 ans de plus avant que la dictature de Bachar ne s'effondre. Donc ça veut dire qu'à un moment dans l'histoire, il y a des interventions qu'il ne faut pas faire, sous le dos de celle de Bush en Irak, et il y a des interventions qu'il faut faire si on veut éviter, parce qu'à partir de 2013, qu'est-ce qui s'est produit? Non seulement le massacre que Bachar el-Assad a commis sur son propre peuple, mais il y a eu la création de Daesh, de l'État islamique, et qui a eu des conséquences que l'on sait, le djihad, des citoyens de toutes les régions du monde qui sont allés combattre, hélas, en Syrie et en Irak. Et nous avons eu les attentats. Précisez bien ce moment historique, c'est presque une histoire d'heure, n'est-ce pas? Je crois que ce jour-là, en août 2013, vous êtes dans votre bureau à l'Élysée, vous devez parler à Barack Obama, et les avions français, les scalps français sont prêts à frapper, ils doivent frapper à 1h du matin. Le vendredi, nous avions convenu avec Barack Obama, puisque nous étions les deux à décider d'une opération, à la suite de l'utilisation des armes chimiques par Bachar el-Assad, d'une intervention le dimanche. Le samedi, Barack Obama m'appelle et me dit « Finalement, j'ai réfléchi, nous allons plutôt demander au Congrès américain de nous donner l'autorisation. » Je dis « Si on demande l'autorisation, c'est votre responsabilité, c'est votre souveraineté. Si vous demandez l'autorisation du Congrès américain, cette opération ne se fera pas. » Il vous a lâché, en clair. Oui, il a lâché. Mais est-ce qu'il a été lâche? En tout cas, il a été conforme à ce qu'était sans doute sa doctrine de non-intervention, mais il a ouvert la possibilité, non seulement pour le régime de Bachar de se perpétuer, mais il a ouvert la voie à la Russie pour s'installer en Syrie. Oui. Et c'est un moment clé, c'est vraiment un moment clé. C'est un moment clé, pas de notre relation entre Barack Obama et moi, c'est un moment clé de l'histoire du XXIe siècle. Il y a des événements dont on ne mesure pas la portée quand ils se produisent. Cette décision, ou plus exactement, cette non-décision, a eu des conséquences dramatiques pour la région, dont on en voit les effets, mais a eu aussi, pour Vladimir Poutine, la révélation que les États-Unis, plus largement l'Occident, n'interviendraient plus au large. C'est-à-dire que même pour le cas de l'Ukraine, parce qu'un an plus tard, il y a la première intervention en Ukraine avec la prise de la Crimée et la prise indirecte du Donbass. Donc c'était la certitude pour Vladimir Poutine qu'il n'y aurait plus d'intervention. Parenthèse historique d'ailleurs, là, Barack Obama a été lâche, là où en revanche Trump
a été courageux. Trump, lui, a frappé Bachar. Il a aidé aussi les Ukrainiens. Enfin, c'est les paradoxes de l'histoire. Hein. Oui, Trump a voulu frapper modestement la Syrie parce que précisément Barack Obama ne l'avait pas fait. Mais il n'a pas fait le soutien qui était attendu d'envergure à l'opposition syrienne. Il se trouve que l'opposition syrienne, et c'est pour ça qu'on en arrive à l'actualité, en 2013 et même en 2014, elle est encore contrôlée par des forces démocratiques. À partir de 2013 et 2014, ce sont les djihadistes, les islamistes qui prennent, si je puis dire, possession de l'opposition. Alors, nul ne regrettera Bachar el-Assad, ses crimes, le chimique, la torture, les prisons, on va en reparler, mais ce qui succède, c'est-à-dire ce Djoulani qui a dans son double CV à la fois le groupe État islamique et Al-Qaïda, est-ce que c'est terrifiant ? Alors, je ne connais pas ce personnage, je ne l'ai jamais rencontré, mais il était donc membre de ce qu'on appelle Al-Nosra. Al-Nosra, c'était Al-Qaïda en Syrie. Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, est une scission d'Al-Nosra à la suite précisément de la non-intervention française et américaine. Et lui combat dans le nord de la Syrie et progressivement, semble-t-il, devient de moins en moins fondamentaliste et de plus en plus opposant, cherchant un soutien plus large. Toute la question est de savoir si maintenant, ayant gagné la guerre, il va redevenir ce qu'il était, c'est-à-dire un chef d'une coalition djihadiste, islamiste et pour une part terroriste, un peu comme les talibans en Afghanistan, ou si au contraire, il va essayer de rassembler toutes les forces d'opposition, et ça va dépendre à la fois de son allié turc, parce que s'il a pu mener cette opération, c'est parce que la Turquie d'Erdogan l'a soutenu. Sa première intervention n'est pas très rassurante. Il parle de la nation islamique. Je précise bien, c'est pas la Syrie de tout le monde, hein, c'est la nation islamique. Je l'ai entendu dans la mosquée. Dans la mosquée, donc il est dans cette démarche. Maintenant, il sait que la Syrie, c'est plus compliqué. Il y a des chrétiens, d'ailleurs il a reconnu le fait que des chrétiens puissent, à Alep et dans les villes qui ont été conquises, retrouver leur place. Il sait qu'il y a des sunnites de toute sensibilité, des chiites aussi, et notamment les alaouites qui étaient derrière Assad. Cela étant, pardon, Monsieur le Président, est-ce que ça vous choque, pardon de vous interrompre, mais c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est tous ces gens-là, on peut entrer dans toutes les nuances de leur sous-groupe, mais enfin, ils ont assassiné, torturé, massacré, y compris des citoyens français. Beaucoup, tous ces groupes-là. Et là, on entre dans des nuances en disant est-ce qu'ils sont plus ou moins pragmatiques ? On en est là. C'est la question. Par ailleurs, il y a des Français qui sont visiblement dans les groupes d'Al-Nosra, donc maintenant des groupes qui sont autour des vainqueurs. Donc il est très important qu'on soit d'une très grande vigilance. Parce qu'il ne faudrait pas que s'installe en Syrie un système qui viendrait à non seulement entretenir un courant fondamentaliste et islamiste, mais qui viendrait exporter une part de sa révolution, entre guillemets. Les États-Unis ne font pas que parler, ils agissent déjà, ils ont bombardé, je crois, plus de 75 fois déjà, ces dernières heures, un certain nombre de sites du groupe État islamique. Par prévention, si j'ose dire, ont-ils raison ? Oui, mais en comprenant bien que l'État islamique et ce groupe... Ils se sont fâchés. Ils se sont fâchés, ouais. Et donc d'une certaine façon, en bombardant l'État islamique, ils confortent ceux qui sont aujourd'hui en place. Le pari américain, c'est qu'il va être possible de discuter. Et la Turquie va servir d'intermédiaire, mais là je vais exprimer une réserve, c'est que la Turquie veut s'attaquer aux Kurdes de Syrie. Ça peut paraître compliqué. Les Kurdes de Syrie contrôlent le nord de la Syrie et détiennent les terroristes de Daesh qui ont été faits prisonniers. La France a toujours soutenu, sous ma présidence, ça a continué, les Américains aussi, les Kurdes de Syrie, et nous voulons qu'ils puissent garder ces prisonniers, car nous aurions tout à craindre qu'à un moment, ils soient lâchés dans la nature, ils sont des milliers, et puissent être encore des foyers terroristes. Oui, précisez bien ça, ce sont des milliers de djihadistes dangereux détenus par les Kurdes. Parmi eux, il y a des Français qui ont trahi. Oui, il y a ce qu'on appelle tous ceux qui avaient fait le djihad, qui pouvaient être syriens ou irakiens, mais aussi qui venaient de loin. Il y a eu des femmes aussi qui étaient détenues, qui sont encore détenues dans ces camps-là. Donc il est très important que nous donnions aux Kurdes les moyens de garder ces prisonniers. D'une certaine façon, ils font un travail à notre place.
car personne ne veut les voir dans la nature et encore moins revenir. Est-ce que ça veut dire, pardon, qu'il faut tout faire pour que ces gens, pour empêcher que ces gens reviennent en France? Alors certains, je parle des femmes et des enfants, moi j'ai toujours été favorable à ce qu'ils puissent revenir. Pour ceux qui ont commis des actes de guerre et qui ont commis des actes barbares, ils doivent être jugés. Ou sur place, puisqu'il y aura maintenant, espérons-le, en Syrie, des tribunaux qui pourront juger ceux qui sont responsables de ces atrocités. Si ce n'est pas possible, il faut qu'il y ait une justice qui puisse passer. Mais en attendant, je pense que notre intérêt est de les laisser sur place et de faire en sorte qu'ils ne soient pas, à un moment, l'objet d'une opération qui consisterait à les faire sortir ou à les faire libérer. Et à ce moment-là, nous aurions la reconstitution de Daesh en Syrie. Avez-vous une crainte que certains prisonniers, en dehors de cela, ceux qui se trouvent dans des prisons sous contrôle, disons à Damas par exemple, sortent? Et là-bas aussi, il y a potentiellement des djihadistes français. Oui, c'est possible, mais il y a aussi des femmes et des hommes qui ont lutté contre Bachar el-Assad, qui sont depuis des années sans qu'ils aient pu voir leur famille, depuis 13 ou 14 ans, qui sont enfermés. Donc là aussi, essayons d'avoir une action internationale. C'est pour ça qu'il faut agir au plan international, à la fois pour permettre la transition en Syrie, parce qu'il y a des forces démocratiques qui doivent être associées à ce qui va se produire. Il y a des conférences qu'il va falloir organiser. Vous le rappelez très justement, il y a des pauvres gens qui simplement ont été mis en Bastille, c'est pire que la Bastille, simplement pour un graffiti. Torturés pendant des années, et il y a aussi les djihadistes. Oui, comment faire la séparation et s'assurer que les djihadistes... Il est très important que des organisations humanitaires, des ONG, aillent sur place, et qu'il y ait aussi une vérification, peut-être demain par la justice, on n'en est pas là, mais une vérification de qui va être libéré et qui ne le sera pas. Didier François, que vous connaissez bien, qui est souvent sur nos plateaux, qui a été torturé par les djihadistes. Qui a été otage en Syrie. Qui est tout sauf un extrémiste, dit il faut des juridictions spéciales, il faut étudier des juridictions spéciales contre les djihadistes pour, s'ils rentrent, qu'ils soient vraiment mis en sécurité, enfin, qu'ils ne menacent pas la sécurité française. Vous le pensez? Alors, il y a l'espoir qu'il y ait une justice en Syrie qui puisse, s'il y a un État démocratique, juger ceux qui ont commis ces actes. Elle risque d'être plus expéditive. C'est possible. En Irak, ils ont néanmoins jugé. Donc c'était pas forcément facile, ils l'ont fait. Deuxièmement, si certains reviennent, de leur propre gré ou parce que nous avons décidé, il faut qu'ils soient immédiatement ce qu'on appelle judiciarisés, c'est-à-dire qu'ils puissent être condamnés par rapport aux actes qu'ils ont commis sur place, c'est-à-dire souvent de commettre des actes terroristes. Vous êtes un des rares chefs d'État et de gouvernement occidentaux à avoir précisé, de manière sobre, mais enfin avoir précisé que vous aviez donné l'ordre de tuer un certain nombre de chefs djihadistes dans le cadre du droit de la guerre. C'est le droit de la guerre. Est-ce que ça a été utile ? Il y a eu une guerre qui a été menée par la coalition contre Daesh pendant la période où j'étais président. J'avais donné des consignes très claires pour que des civils ne puissent pas être touchés par les bombardements. Mais nous avions des informations sur là où étaient les terroristes. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que ça a été utile? Est-ce que vous pensez que ces hommes que vous avez fait tuer, c'est quand même quelque chose de donner l'ordre? Non, mais j'ai simplement dit qu'il fallait qu'il y ait des opérations qui puissent être menées dans le cadre de la coalition. C'est pas la France seule qui devait mener ces opérations. Est-ce que ça a été utile? Daesh a été battu sur le terrain, et heureusement, mais il y a des repousses de Daesh. Et moi, mon inquiétude, c'est maintenant qu'il peut y avoir à la fois par les prisons qui peuvent être ouvertes et par ces camps que les Kurdes organisent et que les Turcs, pourquoi les Turcs veulent mettre en cause les Kurdes de Syrie? Parce qu'ils accusent les Kurdes de Syrie d'être membres d'un parti qui, en Turquie, veut remettre en cause le pouvoir d'Erdogan. Il y a les bonnes et les mauvaises nouvelles. Vous l'avez dit, il y a la libération de tant de gens qui étaient des victimes complètement. Et puis, il y a les moins bonnes nouvelles, y compris la prise d'ampleur de la part d'Erdogan. Est-ce que vous craignez qu'Erdogan, qui à sa façon est un impérialisme, s'étende? L'histoire, on la connaît. Autrefois, cette partie-là du Levant était sous le contrôle de l'Empire ottoman. Donc qu'il y ait chez le président turc toujours cette légende et peut-être ce fantasme que ce qui était possible hier puisse redevenir imaginable pour aujourd'hui ou pour demain, oui, sans doute. Erdogan a encore ce rêve quand on voit son palais géant, quand on voit ce qu'il fait du côté des Arméniens? Je pense qu'il est toujours dans l'idée de l'influence. Donc, et qu'il veut surtout détruire les Kurdes de Syrie. C'est ça son objectif. Et garder...
Détruire, c'est-à-dire faire qu'ils ne puissent pas détenir les positions qu'ils ont aujourd'hui. C'est un mot fort. Oui, je pense qu'il est dans cette... Il a mené des opérations par ses propres armées ou par des proxys qui sont en Syrie. Ce qu'il veut, et ça c'est pas condamnable, c'est qu'il y ait une zone de protection à la frontière entre la Syrie et la Turquie pour précisément éviter les infiltrations terroristes. Il avait parlé de croisade à l'égard des Occidentaux. Croisade, hein. Est-ce qu'il y a un danger, Erdogan? Est-ce qu'on découvre à quel point ce pouvoir, qui théoriquement est toujours candidat à entrer dans l'Europe, hein, oui. Vous êtes pour? Non, j'ai posé des conditions. Il n'y a eu dans ma présidence aucun acte pour faire rentrer la Turquie. Est-ce que c'est un risque? Disons que non, est-ce qu'il fait peser un risque sur l'Europe? Non, je ne pense pas qu'il fasse peser un risque sur l'Europe. Son objectif n'est pas l'Europe. Son objectif, c'est l'influence dans le monde arabe. Et là, il a une possibilité de l'accroître. Mais il est aussi conscient que la Syrie est un bourbier. Et que s'il s'avançait trop avant, il aurait à craindre des retours de terrorisme dans son propre pays. Il est aussi très conscient qu'il a 2 ou 3 millions, on ne sait pas, de Syriens qui vivent en Turquie. Et donc, il a aussi besoin que la Syrie accueille ces réfugiés, puisqu'ils sont chez eux en Syrie. D'ailleurs, ça, c'est un point très important, parce qu'il y a une diaspora syrienne qui a fui les barbaries du régime de Bachar el-Assad. Donc, ces personnes-là veulent retourner en Syrie. Ceux qui sont au Liban, ceux qui sont en Jordanie, ceux qui sont en Turquie, même ceux qui sont en Europe. Ils veulent reconstruire leur pays, ils veulent retrouver leur maison. Eh bien, nous devons faire en sorte qu'ils puissent le faire. Parmi les bouleversements historiques que nous sommes en train de vivre, bonne, mauvaise nouvelle selon les points de vue, est-ce que Poutine est affaibli? Oui. Profondément affaibli. C'est une défaite pour Vladimir Poutine, une défaite grave. Pourquoi? Parce que, je l'ai souvent exprimé, Poutine veut impressionner ses interlocuteurs, voire ses adversaires. Il veut montrer qu'il est le plus fort. Et donc là, il vient de subir plus qu'un recul, un affront. C'est-à-dire le pays qui était supposé, enfin plus exactement, la dictature qui était supposée être protégée par la Russie a été abandonnée par elle. Et que la Russie a fui comme les troupes de Bachar el-Assad. Et donc c'est la preuve qu'il n'a plus autant de force à sa disposition, parce qu'il est embourbé dans l'affaire ukrainienne. Donc de ce point de vue, il faut bien regarder Poutine, non pas comme la puissance qui avance, mais aujourd'hui comme aussi un dictateur qui recule. Trump en prend la mesure. Il y a une déclaration de Trump assez étonnante où il dit « la Russie est affaiblie ». Il a aussi des mots assez sévères sur l'Ukraine, où il parle d'un effort de guerre vain. Il dit ils ont perdu de manière absurde 400 000 hommes. On a l'impression que tout le monde est soit faible, soit affaibli, et Trump, tout puissant. Oui, dire que les Ukrainiens ont été dans une position absurde, quand vous êtes envahi, vous résistez. Ça vous a choqué de la part de Trump? Alors, parlait-il des centaines de milliers de Russes ou parlait-il des centaines de milliers d'Ukrainiens? Ils ont de manière absurde perdu 400 000 soldats et beaucoup plus de civils, et ils parlent les Ukrainiens. Donc on voit bien ce que ça peut signifier pour les Ukrainiens. D'avoir perdu des hommes, des femmes dans des bombardements ou dans des affrontements, et leur dire vous êtes morts pour rien, mais ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour l'indépendance. C'est indélicat de la part de M. Trump? Oui, mais c'est aussi une forme d'anticipation. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Il va leur dire il faut arrêter. Il faut arrêter, ça veut dire qu'il faut laisser ce que la Russie a conquis à Poutine, et vous, arrangez-vous avec les Européens pour votre propre sécurité. C'est ça le message de Trump. Et donc, à la fois, c'est un avertissement pour les Ukrainiens, mais c'est une alerte pour les Européens. Ça veut dire que nous devons être conscients qu'il va falloir aider les Ukrainiens. Sinon, quelle garantie ils auraient après un cessez-le-feu? Zelensky vient de le déclarer. Quelle garantie aurait l'Ukraine après un cessez-le-feu que Poutine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ne reviennent pas en Ukraine pour reprendre des territoires? Sur le principe, quand Donald Trump dit il va falloir négocier, a-t-il raison? Il faut essayer toujours de négocier, mais il faut négocier en position de force. Si vous négociez en disant prends ce que tu as déjà conquis et pour le reste nous verrons bien, non. Il faut dire ce que la Russie a conquis ne doit pas être accepté. Et pour le reste, il faut donner des garanties aux Ukrainiens que ça ne peut pas se reproduire. Ce serait quand même un changement de position. L'Ukraine a dit avec raison, elle veut reconquérir tout son territoire, tout son territoire, Crimée comprise, et après on négocie. Là, si on négocie avant qu'on a tout libéré, c'est différent.
Alors, comme le dit Zelensky, parce qu'il faut entendre ce que dit Zelensky, il dit il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Nous n'acceptons pas juridiquement la prise de ces territoires. Nous négocions, mais avant toute chose, je veux une garantie de sécurité. Si Trump nous abandonne, il faut que les Européens soient à nos côtés. Est-ce que nous sommes prêts à être aux côtés des Ukrainiens? Si nous ne le sommes pas, nous pourrons dire finalement c'est leur affaire. Mais nous voyons ce qui se passe ici ou là. Si nous cédons sur la question de l'Ukraine, demain Poutine, à ce moment-là, pourra aller voir les États baltes s'ils peuvent résister, regarder ce que fait la Finlande, regarder ce qui se passe en Roumanie, ce qui se passe en Moldavie, ce qui se passe en Géorgie. Voilà, à un moment, il faut fixer la limite. Monsieur Trump est en position de force. J'étais frappé en entrant dans ce bureau, vous me disiez, vous l'avez vu de près lors de la célébration de Notre-Dame, il se comportait en roi du monde. Mais c'est toujours la tentation des États-Unis, au-delà de leur président. Mais c'est encore plus vrai avec Trump, qui était venu en plus avec Elon Musk. Les deux prenaient, si je puis dire, possession des lieux. C'est tout à fait aimable de venir pour saluer Notre-Dame, et c'est tout à fait nécessaire de lui faire l'hospitalité. Mais nous devons être nous-mêmes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est vrai aussi pour Trump, c'est que l'Europe, elle n'est pas vassale. La France, elle est un allié, mais elle n'est pas soumise. Vous dites ça, pardon, mais encore faudrait-il que l'Europe paye son dû. C'est ce que vous répond Donald Trump. Elle dit l'Europe ne paye pas son dû. Et il dit bien, oui, je peux sortir de l'OTAN si les Européens ne paient pas ce qu'ils doivent. Ont-ils raison? A-t-il raison? Il a tort de laisser penser qu'il pourrait sortir de l'OTAN. L'OTAN, c'est pas une alliance simplement pour les Européens, c'est une alliance pour les Américains aussi. Et deuxièmement, il a raison de dire que les Européens ne font pas l'effort. Les Allemands n'ont pas fait l'effort pendant des années. Beaucoup de pays européens ont préféré... Non, 2% du PIB. Oui, mais enfin, les Américains, 3,5%. Oui, mais la France est un des pays d'Europe qui fait le plus d'efforts, à la fois en pourcentage de sa richesse nationale, mais aussi en milliards d'euros. Les Polonais font beaucoup plus d'efforts, mais ont moins de ressources. Mais pardon, vous évitez un peu la question quand même. Est-ce que M. Trump a raison, et les Américains, quand ils disent, d'ailleurs Obama le disait déjà, pourquoi le contribuable de Wisconsin paierait à la place du contribuable de la Corrèze? Mais je ne nie pas cette réalité. Je dis que la France fait ce qu'elle doit, elle a même une force de dissuasion. Elle entretient une arme nucléaire. Mais au total, si les Européens veulent être un continent qui se protège par lui-même, si les Européens veulent, face aux menaces qui sont autour d'eux, être à la hauteur, ils doivent consacrer une part de leurs ressources à leur propre défense. Votre regard sur Trump, il est omniprésent. On sent cette puissance incroyable. Vous le dites vous-même, il y a ce moment où on ne sait pas qui se moque de qui. Au début de son mandat, quand il vous appelle et il vous dit quoi? J'adore les vins français. Oui, il a des formules qui sont toujours... On ne sait pas si c'est de l'ordre de la plaisanterie ou de la provocation. Mais il jauge ses interlocuteurs. Lui aussi, il jauge. Et il dit souvent qu'il est comme Poutine. Ça ne devrait pas être un compliment. Mais il dit qu'il se compare souvent à Poutine. Il ne respecte que la force. Les Européens veulent-ils faire l'effort économique d'être forts? Veulent-ils faire l'effort militaire d'être forts? Ou veulent-ils se laisser aller dans des discussions bilatérales? Ce que va faire Trump, il va prendre les Européens un par un. Eh bien non, il faut qu'ils y soient tous ensemble. Est-ce qu'on peut espérer en Trump? J'étais frappé de voir qu'avant l'élection, les mêmes parfois qui disaient « c'est un agent russe, c'est un fasciste », là disent « ah, et quand même, peut-être qu'on peut espérer en lui, etc. » La puissance. Il faut respecter le vote des Américains d'abord. C'est un principe dans une démocratie. Il ne peut pas être les deux. On ne peut pas espérer en lui et considérer qu'il est agent russe. Il est l'un ou l'autre. Oui, j'ai jamais pensé qu'il était un agent russe. Il est agent de lui-même. C'est déjà beaucoup. Il pense que tout s'achète. Donc, je pense qu'il faut l'amener à prendre la dimension des responsabilités américaines. Et aujourd'hui, ce qu'il pense, c'est que la force par elle-même permet la paix. Et donc, il faut qu'il mette cette force-là au service de la paix. Un dernier mot, Monsieur le Président. Les principes. Moi, je suis frappé. Là, on est dans votre bureau. Il y a souvent chez vous un côté rigolard, 4e République, qui rit de tout, etc. Il y a un sujet sur lequel vous êtes vraiment extrêmement sérieux, c'est la mémoire des victimes de Charlie Hebdo. Il y a beaucoup de dessins dans vos bureaux qui le rappellent. Et le danger islamiste, le fanatisme, on y revient, et ce danger qui renaît en Syrie, même si personne ne regrette évidemment Bachar, ça c'est une chose qui vous touche personnellement. C'est des amis qui sont morts. Oui, je connaissais la rédaction de Charlie. J'aurais 10 ans après l'occasion encore de les rappeler à notre mémoire.
Mais je sais ce qu'est le danger islamiste. Je sais ce qu'est le terrorisme. Je l'ai vécu durant mon mandat. Les fanatismes, hein. Il y a là chez vous une haine, peut-être un peu vieille radicale socialiste que vous avez. En général, le fanatisme. Oui, j'essaie de me priver de la haine, mais d'être conscient de nos ennemis irréductibles, de ceux qui veulent nous détruire. Quand ils ont attaqué Charlie, comme ils l'ont fait après sur l'hypercachère, plus tard Stade de France et le Bataclan. Certains venaient de Syrie. Certains bien sûr, entraînés en Syrie, perpétrés par Daesh. Pas par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Syrie, perpétrés par Daesh. Eh bien, je sais ce que c'est que cette menace-là. Je sais comment elle peut nous frapper. Parce qu'ils veulent s'en prendre à nous, à notre mode de vie, à notre liberté. Défendre la liberté d'expression, c'est le premier devoir. Et moi, ce qui m'a inquiété depuis 10 ans, c'est le recul de la liberté d'expression. Non pas parce qu'il y aurait eu des lois liberticides, mais parce qu'à un moment, on se tait. On préfère se taire plutôt que de s'exposer. Ben, il faut avoir du courage. François Hollande, merci beaucoup. Merci à vous.